Mesdames et messieurs, bonsoir. Peu après avril 2016, quand le président Patrice Talon prenait les rênes du pays, nombre de Béninois l'ont taxé, lui et son gouvernement, de faire très peu de place au social dans leurs actions. Nous sommes aujourd'hui en 2020. Qu'est-ce qui a changé? Quelle est la donne actuelle? Et quelles sont les perspectives dans le domaine donc du social et de la microfinance? Ce numéro de Le Temps des Moissons fait le point avec la ministre des Affaires sociales et de la microfinance. C'est pour moi un énorme plaisir de conduire cet entretien avec Christian Adanledjan de Canal 3 Bénin. Bonsoir Christian. Serge Ayaka, bonsoir. Véronique Toyin-Fodé-Mewanou, bonsoir. Ministre des Affaires sociales et de la microfinance, vous comprenez, mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, que nous parlerons donc des affaires sociales, de la microfinance à travers plusieurs projets, la promotion du genre, l'autonomisation des femmes, la microfinance et surtout la protection sociale à travers le grand projet qui tient à cœur au chef de l'État, le projet phare. Madame la ministre, à partir de 2016, quelle était alors la vision du chef de l'État, Patrice Talon, sur le social? C'est un plaisir d'être avec vous sur ce plateau. La vision du chef de l'État sur le social, c'est vraiment de faire le social autrement. C'est-à-dire de manière à ce que les actions aident les populations à véritablement sortir de leur situation de précarité. Parce que pendant de nombreuses années, les populations étaient habituées à ce qu'on leur apporte une aide sociale ponctuelle. Donc on résolve les problèmes du jour et le lendemain, les mêmes problèmes ressurgissaient. Donc une forme d'assistanat, on peut dire, sans mécanisme durable, du social non structurant. Mais aujourd'hui, cette vision, grâce au leadership de notre chef d'État, cette vision a beaucoup évolué avec des mécanismes qui sont mis pour justement permettre à ce que les actions soient bénéfiques de façon durable. Et quand on se réfère au programme d'action du gouvernement, en son pilier 3, qui concerne l'amélioration des conditions de vie des populations, il faut aller à la stratégie 6 pour comprendre le mécanisme. D'abord, le renforcement des services sociaux de base et aussi la protection sociale. Et dans le renforcement de ces services sociaux de base, nous avons les centres de promotion sociale qui sont déjà en train d'être mis aux normes, avec aussi le renforcement des capacités des agents, des assistants sociaux qui travaillent dans ces centres-là. Et quand on prend la protection sociale, c'est le projet phare, c'est l'assurance pour le renforcement du capital humain Arche. Oui, justement, le projet Arche, Serge Ayaka, il y a un visuel qui est réalisé. Nous sommes allés sur le terrain pour constater, un tant soit peu, ce qui est fait dans ce projet. Suivons cet élément. L'Arche, l'assurance pour le renforcement du capital humain. Elle comprend plusieurs volets, l'assurance maladie, le crédit, la formation et l'assurance retraite. C'est l'un des projets phares du programme d'action du gouvernement qui, dans son volet assurance maladie, vise à offrir des soins de qualité et accessibles aux pauvres extrêmes et non extrêmes du Bénin. Dans les zones sanitaires, à Bomekanavisoava, Dassa Glazoué et Djougou Wake Kopago, où la phase pilote a été lancée, les cibles concernées bénéficient déjà des soins gratuits inscrits au panier des soins. Demi anche fogan na hewo indo idongo ko brogo ko ci asute de pe ma cha asute bo ma cha asute nga ho na jisi na ateyo asega na isi na ka ba chinse ilpe ma kwen nan gbe mo jine kaya la ka kwen nan gbe mo jine o masa ka de chinni no ego gugun fono fo ya de bari mene ka bai fo ya de se ni coupere ise ni couper bongo fo ya de teku. L'Arche, c'est également le volet crédit qui demeure un outil pour lutter contre la pauvreté, pour limiter les pertes et assurer la sécurité dans les opérations d'octroi et de remboursement du crédit. Le gouvernement a fait l'option de la finance digitale. Actuellement, 1 milliard de francs CFA ont été décaissés pour 20 000 bénéficiaires. Et ce n'est pas tout, puisque le chef de l'État, Patrice Talon, a annoncé un investissement de 10 milliards par an pour les fonds de crédit. Désormais, le microcrédit impactera plus de monde et contribuera à assurer l'autonomisation économique des femmes. Et c'est dans ce cadre que plusieurs réformes ont été annoncées tout dernièrement par le ministre des Affaires sociales et de la microfinance, toujours dans le but de mieux satisfaire les bénéficiaires.
Et nous voilà donc de retour juste après ce sujet concernant le projet Arche en ses volets assurance maladie, le microcrédit. On en parlera davantage tout à l'heure. On a cité, Madame la Ministre, les communes de Djougou, de Ouaké, de Kopargo, de Dassazoumé ou encore de Soava comme étant les communes pilotes. Qu'est-ce qui a milité d'abord en la faveur de ces communes pour leur choix en tant que communes pilotes? Alors, M. Ayaka, ces 7 communes sont réparties sur 3 zones sanitaires et leur choix a tenu compte de déjà la répartition géographique, donc une zone sanitaire du nord, une du centre et une du sud. Ensuite, la qualité du plateau technique aussi, dans le sens où ce qui va aider le mécanisme de référencement et puis le taux de pauvreté aussi dans les populations. Donc, c'est sur la base de ces critères qu'ont été désignées ces 7 communes pilotes du projet Assurance Maladie Arche. Alors, le projet, ça se décline en combien d'étapes? Qu'est-ce qui est contenu dans ce volet? Avant le démarrage de cette phase pilote, il y a d'abord eu l'identification, le recensement des ménages pauvres, donc des ménages qui ont bénéficié des cartes biométriques qui leur donnent accès aux soins de santé gratuitement. Et maintenant, les phases pilotes ont été lancées. Les bénéficiaires des soins ayant les cartes peuvent se diriger dans les centres de santé pour avoir gratuitement accès aux soins de santé. Alors, si on doit faire un point aujourd'hui, ils sont combien de bénéficiaires de ce projet? Nous avons distribué 105 000 cartes donc, aux bénéficiaires. Donc, il y a 105 000 bénéficiaires qui sont actuellement en train de pouvoir se rendre vers les centres de santé, vers les hôpitaux publics pour bénéficier des soins de santé. Et nous sommes toujours en pleine phase pilote. Suivra une phase d'évaluation au mois de juin qui va nous permettre de corriger, de réajuster s'il y a besoin et de nous diriger vers la phase de généralisation. Et d'ailleurs, l'enquête d'identification pour la généralisation est déjà en cours. Oui. Alors, qu'est-ce que vous faites aujourd'hui, tout de même, de ceux-là qui sont détenteurs de cartes et qui ne savent pas quoi en faire? Ceux qui sont détenteurs des cartes, normalement, en recevant la carte, ont déjà reçu l'information de ce à quoi elle sert, qu'il faut aller dans les hôpitaux et on peut bénéficier. Maintenant, il y a le panier de soins contenant 26 pathologies et actes répertoriés, qui représentent à peu près 75% des affections les plus courantes. Vous pensez, on a dû rester réaliste et on ne pouvait pas mettre toutes les pathologies dedans. Et ces explications sont données par les agents des centres de promotion sociale. Et nous avons aussi une grande campagne de communication qui a démarré, qui se décline sous plusieurs formes. Il y a dans les radios communautaires des exposés qui sont faits dans les différentes langues. Il y a des mini-sketchs qui sont en train d'être préparés pour être faits, pour expliquer, pour que toute la population puisse vraiment comprendre tout ce qu'il y a dans l'assurance maladie. Et quel retour avez-vous depuis la mise en œuvre de ce volet-là, le retour du terrain, lorsque les bénéficiaires vont au niveau des centres de santé? Est-ce qu'ils reçoivent normalement les soins comme cela se doit? Quelles sont les difficultés qui vous parviennent? Depuis le lancement des phases pilotes, avec le ministre de la Santé, tous les deux, nous avons déjà effectué plusieurs visites pour suivre nous-mêmes sur place ce qui se passe. Et je peux vous dire que, globalement, la population est très satisfaite. Les petites améliorations qui sont à apporter, c'est par exemple ceux qui sont des extrêmes pauvres, mais qui ont peut-être été oubliés ou omis, ou qui ne figurent pas dans la base et qui doivent être réintégrés. Donc cela sera fait à la phase d'évaluation. Et ils seront pris en compte. Ils seront pris en compte, tout à fait. Et ils pourront récupérer aussi les cartes biométriques pour avoir eux aussi gratuitement accès aux soins de santé. Oui. Nous avons décidé de parler de 2 volets. C'était là le volet assurance maladie. Venons-en maintenant au volet crédit ou au volet microcrédit. Qu'est-ce qui a véritablement changé d'avec ce qui se faisait? C'est d'abord la digitalisation qui a changé, c'est-à-dire que ce nouveau concept a permis de réduire un peu les impayés.
Maintenant, on est en train d'améliorer encore le système, surtout par rapport au taux, par rapport aux conditions d'octroi, donc du système en général, pour que les femmes puissent davantage bénéficier de ces microcrédits. Donc, il y a eu une petite pause qui est en train de se terminer. C'est au mois d'avril que nous devons recevoir le nouveau système pour relancer le microcrédit. Et il y a 10 milliards qui sont annoncés pour cette année pour impacter 200 000 personnes à peu près. Qui sont ceux qui ont droit à ces microcrédits-là aujourd'hui? Vous savez, les microcrédits sont complètement dépolitisés. Tout le monde, les personnes pauvres qui ont besoin d'un microcrédit de 50 000, même de 30 000, ou ceux qui remboursent bien, qui veulent aller au-delà de 50 000, maintenant c'est possible. Donc, il n'y a pas une catégorie politique ou autre qui concerne les microcrédits. Maintenant, les taux dont je vous parlais qui sont améliorés, avant, par exemple, il fallait des conditions particulières. Une carte Carmes qui coûte 5 000 francs, ça n'existe plus. Il y a le taux de remboursement, 8,5%, c'était énorme, donc c'est revu à 4%. Donc, il y a une amélioration des conditions. Vous avez relevé en temps un certain nombre d'insuffisances. Quand on parle de microcrédit, aux plus pauvres, on remet les crédits, on met les crédits en place, mais le remboursement pose véritablement problème. Est-ce que vous avez trouvé un mécanisme pour emmener les bénéficiaires de ces crédits-là à véritablement rembourser dans les délais? Le mécanisme qui est mis en place là, c'est toujours par la téléphonie mobile et avec un code, on peut rembourser et il n'y a aucun frais qui est décompté. Donc, c'est vraiment remboursement C'était ça le problème, les frais? C'était ça? Non, avant la digitalisation, c'était d'autres problèmes parce que c'était des dossiers manuels, c'était difficile de retrouver. Donc, la digitalisation a quand même résolu un peu le problème des remboursements. Lorsque vous mettez on peut savoir exactement qui n'a pas remboursé, etc. Et quel est le taux aujourd'hui de remboursement? C'est 4%. Et sur la base de toutes celles-là qui ont eu accès à ces microcrédits, est-ce qu'elles ont toutes remboursé ou bien quand est-ce à échéance? Est-ce que ça se fait véritablement? Les remboursements sont toujours en cours. D'accord. On a parlé de l'assurance maladie, nous avons parlé de la phase pilote du volet crédit. Alors, vous mettez les crédits en place, est-ce qu'il y a un suivi, la formation par exemple de ceux-là qui bénéficient de ces crédits-là, pour que les activités dans lesquelles elles investissent leur permettent véritablement de pouvoir rembourser les crédits? Le volet formation, on a formé environ 30 000 personnes, donc avec le volet éducation financière chaque année. Donc, dans ce volet d'éducation financière, cela permet de savoir comment utiliser les crédits, comment rembourser à temps, comment mener des activités génératrices de revenus, etc. Alors, venons-en maintenant à la promotion de la microfinance. Quel est le bilan qu'on peut déjà faire dans ce domaine de promotion de microfinance aujourd'hui, Madame la Ministre? Au Bénin, le taux de bancarisation est de 22,5%, donc c'est un taux qui est assez faible, mais c'est vrai que par rapport aux autres pays de l'UEMOA, donc de la zone environnante, c'est un taux qui reste dans la fourchette, parce que c'est de 19,3%. Maintenant, quand on rajoute les services de microcrédit, de microfinance, on se rend compte qu'on s'en va à 68,7%. Ça veut dire que le taux de bancarisation élargi est vraiment maximal. Et ça prouve l'intérêt de la microfinance pour améliorer l'accès des populations aux services de banque. Parce que sinon, quand on prend 10 personnes, on se rend compte qu'il n'y a que 2 qui ont accès aux banques. Donc, il faut aider les autres aussi. Et donc, il faut promouvoir la microfinance. Mais quand on fait l'état des lieux au Bénin aussi, on se rend compte qu'il y a beaucoup de systèmes financiers décentralisés qui ne se portent pas bien, qui exercent parfois en marge de la réglementation, et tout ça fragilise le système financier. Donc, avec l'aide du ministère de l'Économie et des Finances, nous avons pu assainir, déjà procéder à la fermeture d'environ 2/3 de ces systèmes qui étaient illégaux, d'assainir le milieu. Et quand on regarde les chiffres de l'INSAE, on voit qu'il y a une réduction de 720 à 150 en 2019. Et comme je vous disais tout à l'heure, il y a tout ce qui concerne l'éducation financière. 30 000 personnes par an, par nos services. Il y a le renforcement des capacités des responsables de systèmes financiers décentralisés, environ 25 par an. Il y a d'autres types de formations aussi pour gérer correctement les systèmes financiers décentralisés et pour favoriser la professionnalisation du milieu. Et maintenant, il y a
ce qui est très important aussi, c'est la stratégie nationale de l'inclusion financière. Parce qu'avant, nous avions la stratégie régionale, mais le Bénin n'avait pas encore sa stratégie nationale. C'est en cours de finalisation et cela va nous permettre de pouvoir poser les bases des priorités sur les prochaines années. Et notre politique d'inclusion financière, c'est principalement d'assainir, c'est de promouvoir aussi, d'aider au déploiement de plus de systèmes financiers décentralisés pour pouvoir absorber le besoin qui est très fort de la population, environ 8 sur 10. Ouais. Alors, vous avez parlé tantôt des systèmes financiers décentralisés, de 720, on est passé à 150 SFD en 2019, c'est vraiment considérable. Mais comment est-ce qu'on se rassure aujourd'hui que d'autres ne vont pas exercer toujours en sourdine? Et c'est là les systèmes de contrôle. Ouais. Les systèmes de contrôle sont là pour justement réguler, assainir le milieu. Donc c'est une action qui doit se poursuivre. Que va-t-il arriver à celui qui va s'entêter à le faire de façon illégale? Non, de façon illégale, les structures qui sont illégalement installées vont aller vers des fermetures. Par contre, on peut essayer d'aider. Par exemple, on a eu au cours des 4 dernières années à faire 9 plans de redressement pour des systèmes financiers qui ne se portaient pas bien non plus, pour les aider à ne pas aller en faillite. Donc, je pense que c'est une gestion qui doit être assainie de part et d'autre. Alors, on est en train de parler de la microfinance. C'est vrai qu'il fut un moment, en tout cas avant l'avènement du régime du président Patrice Talon, beaucoup de Béninois bénéficiaient des microcrédits. Après, on a constaté un ralentissement, des réformes sur des réformes. Est-ce que ça n'a pas fragilisé un tant soit peu l'amour que les Béninois avaient pour les microcrédits? Je ne pense pas qu'on puisse dire que l'amour que les Béninois ont pour les microcrédits soit fragilisé, puisqu'on en a besoin. Tous les Béninois qui sont dans une certaine catégorie ont besoin de ces microcrédits. Et ils sont contents qu'on améliore les taux de sortie de ces microcrédits, parce qu'avant, ils remboursaient à 8,5% et là, ils remboursent à 4%. Et comme j'avais dit, même l'accès aux microcrédits, les conditions ont été améliorées. Donc, il n'y a pas une fragilisation. Il y a beaucoup de demandeurs de microcrédits. Ah oui, nous avons fait une tournée récemment. Nous avons échangé avec les groupements de femmes qui ont l'habitude de percevoir des microcrédits et qui attendent ces microcrédits-là pour poursuivre leurs activités. Il n'y a aucun problème par rapport à ça. On va passer à un autre volet de cet entretien. Il s'agit bien sûr du renforcement de la protection sociale. On va y évoquer surtout le soutien aux couches vulnérables. Commençons déjà par la mise en place du SIDOFE NG, désormais. C'est bien cela. Quel est l'intérêt de cette modernisation de ce système? Le SIDOFE NG, c'est le système intégré des données relatives à la famille, à la femme et à l'enfant, nouvelle génération. Et c'est une base de données qui est en rapport avec une application web et qui permet la production, la diffusion de données désagrégées par sexe et par âge, des données qui concernent toutes les cibles de l'action sociale. Et pourquoi le SIDOFE? C'est parce que pendant longtemps, nous n'avions pas de données fiables sur les cibles, sur les actions parfois menées et l'impact de ces actions. Nous avions des données, une pluralité de données qui sont issues des organisations de la société civile, des partenaires techniques et financiers, des directions techniques sectorielles, etc. Et les données étaient parfois même divergentes. Donc avec maintenant le SIDOFE, nous pouvons dire que nous avons des données fiables et nous pouvons avoir des statistiques. Nous pouvons aussi mesurer l'impact de ces actions. À qui est-ce que c'est destiné ce système mis en place? Le système est accessible par tous. Et ces informations, ça sert à quoi lorsque quelqu'un qui fait une recherche pour savoir dans tel département, quelles sont les statistiques de telle thématique, puisque nous avons beaucoup de types de cibles, on peut avoir. Après, il y a peut-être des données un peu plus sensibles qui ne seront pas accessibles au public. Alors, des données qui seront accessibles au public, il y aura beaucoup d'informations sur un certain nombre de couches. Alors, la finalité, c'est pourquoi? Juste pour les recherches, la raison pour laquelle mesurer déjà l'impact des actions. Et lorsqu'on mesure l'impact, ça permet de savoir si c'est performant, est-ce qu'il y a des solutions s'il y a des besoins. Bien sûr, c'est pour corriger aussi. Et pour savoir, par exemple, est-ce que dans tel département, il y a plus de grossesse en milieu scolaire? Est-ce que dans tel département, on constate une recrudescence de viols? Est-ce que dans tel département, il y a tel ou tel phénomène? Et ça va nous permettre d'ajuster l'action et donc de pouvoir augmenter la performance du système de l'action sociale dans notre pays.
Oui, on parlait tantôt du soutien aux couches vulnérables. Parlons donc de ces appuis à ces différentes couches de la société, si vous le voulez bien. Qu'est-ce qui est fait, par exemple, aux personnes en situation de handicap? Aux personnes en situation de handicap, il y a beaucoup d'appuis. Déjà, il y a 2600 enfants qui ont bénéficié de réadaptation. Nous avons 500 personnes handicapées qui ont bénéficié d'appui en vivre et tout ça. Nous avons plusieurs centres de promotion, des centres d'apprentissage, de formation professionnelle. Nous en avons à Kassato et à Peporiakou. Et durant les dernières années, on a eu 90 apprentis qui ont pu être libérés de ces centres et qui travaillent aujourd'hui, qui mènent une activité génératrice de revenus. Nous avons les CPSA pour les aveugles, les élèves aveugles. Ouais. À Segbeya et à Parakou. Et durant les dernières années, nous avons eu 400 apprenants dans ces établissements-là qui sont encadrés et avec de très bons résultats. Nous avons parmi ces 400 à peu près 70% de réussite au CEPE, 64% de réussite au BEPC, 53% de réussite au baccalauréat. C'est encourageant. Qu'est-ce qui est mis à leur disposition pour avoir de telles performances? Tous ils ont besoin. Ils ont besoin d'un cadre, ils ont besoin de vivre, parce que beaucoup vivent dans ces centres-là, donc ils ont les appuis en vivre, et ce sont des enseignants spécialisés dans ces domaines-là. Et ils ont du matériel spécifique aussi pour la lecture en braille. Les handicapés, ce n'est pas seulement les amblyopes, les aveugles, il y a également les handicapés moteurs et bien d'autres. Est-ce que vous avez un regard vers ces personnes-là aussi? Tout à fait. Les handicapés moteurs, beaucoup d'entre eux sont justement dans les centres de formation professionnelle qui sont à Kassato et à Peporiakou et qui apprennent des activités génératrices de revenus. Et en dehors de ça, nous avons aussi des étudiants que nous appuyons qui sont porteurs de handicap à hauteur d'une bourse annuelle de 100 000 francs, à peu près une centaine d'étudiants par an qui sont soutenus par notre ministère avec cette bourse annuelle-là. Les personnes âgées aussi? Les personnes âgées, qui ne sont pas classées dans les personnes handicapées, mais les personnes du troisième âge, il y en a 4000 environ qui ont bénéficié de consultations gratuites, 600 d'entre eux qui ont eu des interventions chirurgicales gratuites. Et nous avons des centres destinés, des CIPA, qui sont destinés justement à leur épanouissement dans plusieurs localités. Il y a eu également des appuis aux personnes sinistrées. Qu'est-ce qui a été fait de façon concrète Les personnes sinistrées, nous avons appuyé environ une vingtaine de communautés. Là, ce n'est pas des personnes, c'est vraiment des communautés. Quand il y a un sinistre, c'est souvent des communautés. On peut avoir des inondations, comme c'est souvent le cas à Tiémé, Lokossa. Et il y a des incendies, surtout dans le Koufo, mais aussi ailleurs, des incendies, des dégâts causés par des tornades qui emportent tout. Et les gens, en quelques secondes, perdent tout, leur logement, leurs abris, leurs greniers, etc. Donc le ministère les appuie avec des vivres, parfois avec des espèces non remboursables, avec du matériel. Ça va être continuel toutes les fois qu'il y aura de sinistres. Les Béninois pourront compter sur votre ministère. Le problème, c'est qu'on essaye de résoudre le problème des sinistres. Parce que, par exemple, certains incendies sont causés par les feux de brousse. Donc, il y a une sensibilisation qui est de plus en plus accrue à ce sujet. Et par rapport aux inondations, c'est pareil. Parce que les inondations se produisent au même moment. Au moment où la CEB lâche les vannes au Togo, et ça augmente la crue. Donc, normalement, il y a des zones où les populations ne doivent pas s'installer. Donc, les sensibilisations vont aussi à l'endroit des cibles pour leur expliquer, pour tout le temps ramener le problème, pour que ça ne se reproduise pas, parce que le ministère ne pourra pas toujours être en train de faire des appuis. Il faut qu'on puisse régler aussi des problèmes de façon durable, comme nous l'avons dit dans notre vision. En novembre et en décembre dernier, on a vu une grande campagne dans la ville de Cotonou où des personnes, les handicapés mentaux, ont été saisis et envoyés dans un certain nombre de centres. Dites-nous d'abord pourquoi cette initiative, parce que beaucoup de nos compatriotes ont estimé que, bon, c'est parce que les fêtes de fin d'année était proche, qu'il fallait débarrasser la ville de Cotonou de ces handicapés. Alors, la campagne de récupération des malades mentaux errants dans la ville de Cotonou est née simplement du constat amer de cette vision. Ce sont des personnes humaines comme nous et qui ont droit tout autant que nous à un minimum de dignité humaine. Et c'est dans cet esprit que cette campagne a eu lieu en décembre à Cotonou. Et donc, nous sommes en train de faire le point et normalement, on devrait l'étendre aux autres localités. Nous avons récupéré à peu près entre 50 et 60 personnes malades mentales et qui ont été amenées dans des centres psychiatriques dont nous prenons un peu des nouvelles régulièrement
Et on peut dire que 80% à peu près de ces personnes qui ont été introduites dans les centres psychiatriques se portent beaucoup mieux. Il y a une amélioration notable de leur état, côté santé, côté hygiène et tout ça. Et donc, il y a eu quelques cas de fugue malheureusement. Et donc, nous apprêtons, normalement fin mars, nous aurions dû faire la visite dans ces lieux pour les voir et maintenant voir comment, en fonction de l'amélioration de cet état, comment les aider à se réinsérer dans la vie active. C'est donc l'occasion de dire à ceux-là qui au départ avaient pensé que, parce qu'on voulait rendre Cotonou propre, on devrait la débarrasser aussi des loques humaines. C'est qu'en fait, il y a deux messages principaux. Ouais. Déjà, on va étendre cette campagne dans d'autres localités du pays. Et le deuxième message, c'est aussi l'appel un peu aux parents qui n'abandonnent, qu'ils essayent de ne pas abandonner leurs parents qui ont une maladie mentale dans la rue. Que le regard sur les personnes mentales change parce que c'est une situation qui peut arriver à tout le monde. On est tous des malades potentiels ou tout à fait. Nous sommes tous des malades mentaux potentiels ambulants. Oui. Allez, venons-en maintenant à la protection de l'enfant. Quelles sont les différentes actions que vous menez pour la protection et la promotion des droits de l'enfant au Bénin? La protection de l'enfant est un domaine assez vaste qui est plurisectoriel. Nous emmenons la coordination et notre action se base sur la politique nationale qui existe en matière de protection de l'enfant avec un plan d'action bien défini. Et l'objectif de cette politique, c'est de pouvoir réduire toutes les formes d'exploitation, de maltraitance, de violence, d'abus à l'endroit des enfants. Plusieurs actions sont menées, aussi bien dans le cadre de la prévention que dans le cadre de l'exécution, de la mise en œuvre du plan d'action. Et nous pouvons dire que au nombre de ces actions, nous avons... Je vais commencer par un sujet peut-être qui va vous faire sourire, c'est que nous aidons les triplés. Nous aidons les triplés, donc les parents des triplés viennent vers nous. Nous avons aidé ainsi 200... Les triplés et plus. Parce qu'il y en a qui font 4. Oui, les triplés et plus, effectivement. La précision valait la peine. Donc, on commence déjà par là. Maintenant, nous avons des centres d'accueil et de protection de l'enfant que nous sommes en train de mettre aux normes. Donc, il y a des sessions d'études de dossiers pour assainir ce milieu-là. Nous avons suivi et inséré 650 enfants confiés avec la loi. Nous avons eu à recruter et former des familles hôtes. Et 1000 enfants en situation difficile ont été insérés dans ces familles hôtes. Nous avons eu à installer la ligne d'assistance aux enfants, le 138, qui est un numéro gratuit et qui permet de dénoncer des cas de violence exercés sur les enfants et permettre la résolution de ces cas. C'est avec des téléconseillers et cela permet vraiment d'être très réactif par rapport aux problèmes qui peuvent survenir sur les enfants dans toutes les localités du pays. Est-ce que ça ne vient pas un peu tard ? Que l'enfant subisse d'abord des préjudices et après on appelle le 138 pour dénoncer. Est-ce que ça ne vient pas tard ? Non, parce que nous avons toute une politique de prévention aussi, notamment les campagnes de tolérance zéro aux violences faites aux enfants. Ces campagnes sont menées depuis un petit moment déjà et ont permis d'obtenir l'adhésion des leaders religieux et traditionnels pour lutter contre ce fléau-là, qui a une grande avancée, parce que ce sont des personnes qui sont très écoutées et cela va vraiment nous faire évoluer sur le problème des violences exercées sur les enfants dans tout le Bénin. Le 138, depuis que c'est mis en place, est-ce que les populations vous appellent? Est-ce que les populations dénoncent les personnes auteurs de violences sur les enfants? Et quels sont les types de violences que vous avez recensés déjà jusque-là? Si je vous fais un point sur 2 semaines, par les 2 dernières semaines, par exemple, on a 1000 et quelques appels qui ont été récupérés. Donc, nous avons un point que nous faisons de façon hebdomadaire. Parmi ces 1000 appels, il y a eu 68 cas qui sont des points un peu préoccupants. Et au sein de ces points préoccupants, il y a eu une dizaine de cas vraiment d'extrême urgence qui ont pu être résolus. Des cas de mariage forcé et des cas de viol. Effectivement, le mal est déjà fait, mais au moins, on peut aider l'enfant qui est en situation difficile. On peut trouver les solutions pour poursuivre les auteurs de ces forfaits-là. Ouais. Vous avez parlé tantôt de la campagne Zéro tolérance aux violences faites aux enfants. Malgré cela, il n'y a que les mariages forcés, ça continue, les viols sur enfants. Ils sont malheureusement devenus encore récurrents. Comment est-ce qu'on parvient aujourd'hui à résoudre le mal beaucoup plus en amont? Par quoi ça doit passer selon vous? La prévention doit suivre son cours, doit s'intensifier, s'amplifier, vraiment, doit être martelée. Les cas doivent être dénoncés, poursuivis et il doit y avoir la répression aussi. Parce que le code de l'enfant est bien clair.
sur tout ce qui mérite d'être sanctionné et quel type de sanctions. Et je pense que maintenant, il faut appliquer la loi. Ouais. Nous sommes à ce stade. Et vous avez évoqué également un peu plus haut les centres de sauvegarde des enfants, des centres de sauvegarde, surtout pour les adolescents aussi qui sont en conflit avec la loi. Ces centres, aujourd'hui, ils sont insuffisants. Comment on fait pour en avoir bien d'autres ? En fait, c'est les centres d'accueil et de protection de l'enfant. Il y en avait beaucoup qui n'étaient pas aux normes, parce qu'il ne suffit pas d'avoir un local, de mettre des enfants, de prendre des enfants qui sont orphelins de certains villages pour espérer recevoir des dons et tout ça, parce qu'il y a beaucoup de centres qui n'étaient pas aux normes. Donc déjà, il faut pouvoir assainir, refaire le point et maintenant voir les perspectives s'il faut s'engager dans ce domaine-là. Ouais. Allez, on va revenir maintenant à la campagne Agbazaché. On vous a vu d'ailleurs, Madame la Ministre, vous avez sillonné de nombreux collèges et lycées de par le pays. Vous avez sensibilisé surtout au droit à la scolarisation, à l'éducation surtout des filles. Je vous propose de suivre ce reportage et on en parle juste après. Depuis le 19 novembre 2019, elle pilote une initiative dans les lycées et collèges du Bénin en faveur des jeunes filles. Médecin Véronique Toinfode-Mewanou s'est fixé comme objectif de faire connaître aux apprenants les dangers qu'il y a à tomber enceinte très jeune et sur les bancs. C'est ainsi qu'est née la campagne Agbazaché, Mon corps, qui vise à faire comprendre aux filles que dans la vie, il faut se fixer des priorités. Petit à petit, elle fait le tour du Bénin pour sensibiliser les jeunes élèves sur les conséquences des grossesses précoces sur le plan sanitaire, mais également sur les bons comportements que doit avoir une fille qui s'estime et qui rêve d'un avenir meilleur. Dans les collèges qu'elle a déjà parcourus, Avronkou, Godomé, Dontokpa, Kilibo, Commun, École de formation médico-sociale et le lycée Mathieu Bouquet de Parakou, ces messages se sont adressés à deux catégories de personnes, celles qui n'ont pas encore eu leur premier rapport sexuel et celles qui sont déjà sexuellement actives. À partir du moment où on a ses premières règles, ça veut dire qu'on peut tomber enceinte. Est-ce qu'à 10 ans, si on a ses premières règles, on va tomber enceinte? Donc, il y a des choses qu'il ne faut pas faire. On est encore des bébés. Qu'est-ce qu'on ferait avec d'autres bébés à 10 ans? Je pense qu'il y a deux moyens pour éviter les grosses difficultés que sont les grossesses précoces et les infections sexuellement transmissibles. Qui peut me dire ces deux grands moyens? L'abstinence. Voilà, bravo, bravo, bien. L'abstinence, elle a dit. S'abstenir, attendre le bon moment, attendre d'être assez mature avant de faire certaines choses. Bravo, je suis fière de vous, mademoiselle. Vous savez, il faut s'abstenir. Mais quand on ne s'abstient pas et que vraiment on est déjà à une étape avancée, qu'est-ce qu'il faut faire? On doit se protéger. Bravo! Et c'est une opportunité qu'elle offre aux jeunes pour, d'une part, démystifier le sexe et engager des dialogues avec les parents et, d'autre part, améliorer leur capacité de communication sur la santé reproductive. Le but final de cette sensibilisation est que l'éducation sexuelle améliore le comportement des adolescents pour qu'il n'y ait plus d'avortement clandestin. Désormais, je vais communiquer avec mes parents pour qu'ils m'apprennent ce que je ne sais pas encore pour pouvoir éviter le sexe. Dès aujourd'hui, pour moi, je prends l'engagement de l'abstinence. Je veux que nous, les filles, on travaille, on devienne quelque chose pour nos parents parce que nos parents souffrent. Nos parents sont en train de souffrir. Si vous allez dans les marchés d'Antokpa, ce que les parents font avant de nous donner à manger, non, c'est pitoyable. Agbazaché. C'était les images de la campagne Agbazaché, cette tournée de Madame la ministre des Affaires sociales et de la microfinance à travers quelques lycées et collèges. Quel impact recherchez-vous à travers cette campagne, Madame la ministre? Agbazaché, qui veut dire mon corps, pour mon corps vaut de l'or, mon corps est précieux, de façon générale, pour les jeunes, pour qu'ils en prennent soin. C'est né du constat de toutes ces déviances qui existent en milieu scolaire. Bien sûr, il y a les grossesses précoces, mais il y a aussi les cas d'alcoolisme, des cas de prise de drogue. Et cette campagne permet de briser le tabou aussi sur la sexualité, d'évoquer
parce que ce qu'on ne dit pas aux enfants, ils iront le chercher dans la rue. Ils iront chercher leur explication et ce qu'ils vont faire dans leur univers, et à l'école, près des camarades, et dans la rue aussi. Parce qu'entre l'école et la maison, il y a la rue. Et donc, cela nous a permis de pouvoir donner un peu tous les risques qu'il y a à avoir une sexualité non responsable, aussi bien les grossesses précoces, les maladies sexuellement transmissibles, parce qu'il faut savoir, concernant par exemple le VIH, c'est vrai, nous avons une prévalence générale assez stable, mais ces derniers temps, nous avons une féminisation des nouveaux cas. Les nouveaux cas se retrouvent pour 40% dans la jeunesse, et surtout chez les adolescentes, entre 15 et 24 ans. Et donc, c'est vraiment l'occasion de pouvoir les sensibiliser parce que beaucoup de leurs actes se justifient par de l'insouciance et une désinformation, plus l'impact de tout ce qui est Internet, la télévision, les télénovelas et tout ça. Et donc, il faut leur apporter la bonne information. Quand nous faisons la campagne Aguazaché, nous leur donnons des bouts de papier sur lesquels les adolescentes et les adolescents, ils posent des questions de façon anonyme et nous leur apportons des réponses. Nous en profitons pour parler un peu du code de l'enfant pour qu'ils puissent aussi avoir les outils pour dénoncer les cas de harcèlement et d'abus. Et enfin, nous parlons aussi aux parents, parce que le dialogue est très important entre les parents et les enfants. Et je pense que c'est même ça qui, à l'heure actuelle, peut nous sauver de la situation qui existe, parce que l'État fait déjà pas mal. Ces campagnes de sensibilisation contribue à l'éveil des consciences. Mais il y a un minimum de surveillance, de vigilance qui est aussi attribué à la cellule familiale. Alors, à vous écouter, vous avez senti la nécessité de vous porter vers ces élèves-là, ces adolescentes et adolescents pour leur parler. Mais qu'avez-vous relevé comme préoccupation de leur part? Comme préoccupation, quand ils posent des questions, on se rend compte que c'est tout un monde dans leur tête. Et qu'ils ont besoin de réponses précises et qu'en fait, parce qu'on nous a aussi reproché pourquoi vous parlez des préservatifs, c'est comme si vous incitez la jeunesse à la dépravation, mais pas du tout, parce que beaucoup d'entre eux font déjà certaines choses. Et donc, on ne va pas continuer à être hypocrite et se cacher. Il vaut mieux les préserver, leur donner l'information, leur donner ce qu'il faut faire pour se préserver de certaines choses. Et par exemple, on me donnait l'exemple d'un jeune homme, d'un jeune garçon, à qui les dealers faisaient croire que s'il prenait de la drogue, il pourrait jouer comme Maradona. Mais quel enfant qui rêve de footballeur, qui a des images de footballeur dans sa chambre, n'a pas envie de jouer comme Maradona? Donc, c'est comme ça qu'il détourne certains enfants vers ce fléau-là. Mais il faut leur expliquer, il faut les prévenir. Et il faut en parler. Si on n'en parle pas, comment on va les prévenir? Vous en avez parlé. Est-ce que vous avez constaté qu'ils ont pris conscience de ce que vous leur avez apporté comme information à travers cette campagne? C'est sûr qu'une seule fois ne suffit pas. Mais une seule fois, par des milliers, souvent, ça marque. Ça, c'est ce que je peux dire. C'est pour ça que nous descendons en personne, parfois pas seul, accompagné des autres collègues, avec le ministre de l'Enseignement secondaire, par exemple, le ministre de l'Enseignement supérieur. Nous sommes allés quelquefois faire de la sensibilisation ensemble sur le terrain. Parce que le fait de voir les ministres, je crois que c'est un éveil des consciences, c'est un choc. Et de parler de ces sujets-là, qui sont des sujets tabous, qu'on parfois n'ose pas aborder, ça change la donne. Vous allez bien souvent avec des artistes, des comédiens et autres. Tout à fait. Oui. Nous allons avec des artistes parce que ça aussi, c'est un canal qui peut véhiculer davantage les messages. Les enfants sont sensibles. Par exemple, nous avons des chorégraphes qui exécutent des scènes contre les violences et contre tout ça. Mais ça choque et ça attire vraiment l'attention des jeunes. Et c'est pour ça que nous allons avec les artistes pour compléter la panoplie de communication, pour atteindre vraiment leur conscience et espérer un changement de comportement. Mais lorsque vous avez fini de faire tout ceci, lorsque vous descendez sur le terrain en tant que ministre d'abord, en tant que médecin, gynécologue par la suite, et pour finir en tant que mère de famille, avec toute cette actualité de sex tapes dans nos différents collèges, comment est-ce qu'on se sent? Il faut situer juste les responsabilités par rapport à ces problèmes-là, parce que l'État joue sa partition. Les campagnes de sensibilisation, les descentes, on joue notre partition, mais c'est un problème qui concerne tout le monde, qui concerne aussi bien les enseignants, les parents d'élèves, parce que nous voyons bien que ce problème de sextape qui est à l'actualité du jour est parti aussi non seulement de vices exprimés, mais de la banalisation du vice, et avec maintenant même la production, parce qu'il y a le téléphone portable et on filme et on balance sur les réseaux sociaux. Mais les enfants ont les téléphones portables comment? Ils ont accès à Internet comment? Ils ne gagnent pas leur vie.
Donc forcément, il faut voir où sont les responsabilités aussi et que chacun reprenne son rôle autant que possible. Moi aussi, je suis parent d'élèves et j'ai des adolescents. Je sais que ce n'est pas simple. Vous êtes ministre chargé des Affaires sociales. Madame la ministre, on ne vous voit pas vous entretenir, par exemple, avec les parents. Ah si, nous nous entretenons, nous nous adressons aux parents aussi. Oui. Nous avons même un guide qui a été élaboré par le ministère qui concerne le dialogue parents-élèves. Ce guide a été élaboré avec le concours de certaines ONG et qui permet d'aiguiller, d'outiller les parents à mener ce dialogue qui est très important pour établir la complicité qu'il faut avec leurs enfants. Et au-delà de ce dialogue, nous parlons de la surveillance, de la vigilance des parents. Donc les parents, ils ont un grand rôle à jouer. Aussi à jouer, en plus du rôle des encadreurs, en plus du rôle des gouvernants pour prendre des mesures. Oui. Alors, on va finir sur le domaine de la protection des enfants. Avec les enfants en situation difficile, comment est-ce que ça se passe avec les enfants en situation difficile de façon générale? À peu près 1000 enfants en situation difficile ont été insérés dans des familles hôtes et ça se passe très bien. Et nous avons eu dans les derniers temps à former 68 familles hôtes également. On en vient maintenant à la promotion du genre et à l'autonomisation des femmes. Je vous propose d'ailleurs de voir cet élément témoin d'ailleurs sur l'impact des appuis du gouvernement aux groupements féminins en vue de leur autonomisation financière. Avant, on n'avait pas assez de matériel. Mais maintenant, nous sommes bien avec le matériel. Avant, quand nos enfants allaient à l'école, là, quand l'enfant revient et dit qu'elle veut prendre un bic ou bien un cahier, attends ton papa quand il sera là. Mais aujourd'hui, parmi nous qui sommes ici, si papa donne 1 franc, nous aussi nous ajoutons quelque chose. Si l'enfant revient pour le bic, il ne reste pas à la maison, va acheter le bic, va à l'école. Oh, notre gouvernement a beaucoup fait. Il nous a appuyés plusieurs fois. Par exemple, il y a la vanneuse qui est là. Il y a la trieuse aussi. Pour trier manuellement, c'était un problème. Et ça nous fatiguait. Aujourd'hui, maintenant, on est devenu bureautique tel que vous nous voyez ici. Maintenant, tout ne se fait plus manuellement. Il y a des machines qui sont là. Pour vanner avant, il faut s'arrêter maintenant, là, faire face au vent. La direction du vent pour vanner. Et grâce à l'État, maintenant, là, c'est les machines qui font ça. Et encore, on ne perd plus le temps tel qu'on le perdait avant. Ce que le gouvernement nous a fait là, vraiment, on n'a pas de mots. C'est très très bien. Parce que ça nous a beaucoup aidé. En tout cas, on ne peut pas citer. Si on cite, on ne peut pas finir ce que le gouvernement a fait pour nous, pour notre activité. Et aussi la rentabilité que nous avons aujourd'hui. Parce que le temps qu'on perdait avant là, on trouve le temps pour faire plus qu'avant. Et voilà, ce sont des dames qui ont bénéficié de l'appui du gouvernement au groupement féminin pour leur autonomisation. Oui, l'autonomisation économique des femmes. On vous a vu traverser et parcourir le pays pour apporter cet appui aux dames. Oui, quelle était alors l'urgence? C'est quoi la nécessité d'aller vers les femmes et de leur apporter un appui? Vous savez, M. Adandejan, pour d'abord parler de l'autonomisation, qu'est-ce que c'est? Une femme qui est autonome financièrement, c'est une femme qui est indépendante, qui peut se prendre en charge, qui peut prendre en charge sa famille aux besoins. Mais pour arriver à cet état d'autonomisation en question, il faudrait que la femme soit préservée des violences de toutes sortes, donc qu'elle se sente en sécurité. Il faudrait qu'elle soit en bonne santé. Il faudrait qu'elle puisse maîtriser sa fécondité, la planification familiale, donc qui est un espacement de naissance qui lui permette d'avoir un contrôle sur la capacité, la responsabilité financière qu'elle a à gérer. Et quand on a tout ça, maintenant on peut dire quelle activité mener pour avoir des revenus et qu'est-ce que l'État peut aider. Et quand vous voyez ce reportage, vous voyez bien que les équipements ont aidé ces femmes-là, ces groupements de femmes, dans l'amélioration de leur production, dans l'amélioration de leurs conditions de travail et donc dans l'amélioration de leurs conditions de vie. Et sur les dernières années, pas moins de 1000 groupements féminins au moins ont été appuyés par le ministère à hauteur de 3 milliards. Et ça, c'est du concret. Est-ce que vous ressentez l'impact de cet appui-là Il suffit d'écouter leurs commentaires. Et maintenant, quand elles ont les équipements, elles peuvent se tourner vers les microcrédits pour avoir un peu d'argent, pour acheter les matières premières, et c'est parti. Donc, elles peuvent produire de la richesse, elles peuvent travailler et elles peuvent avoir un meilleur rendement. Une femme autonome, c'est une femme qui peut participer, bien sûr, au processus de décision économique aussi. Qu'est-ce qui se fait dans ce domaine? Les femmes participent-elles vraiment aujourd'hui?
les femmes participent de plus en plus au processus. Mais c'est vrai que du point de vue de notre ministère qui s'occupe de la promotion de la femme, nous avons eu à installer la plateforme du compendium des compétences féminines pour mettre bien l'accent sur le mérite des femmes. Il ne suffit pas seulement de favoriser les femmes, il faut aussi aller un peu dans le mérite. Donc dans ce compendium, 500 femmes avec leur profil de compétences professionnelles et leur CV, leur curriculum vitae, qui est accessible et qui peut aider à promouvoir leurs compétences. Ensuite, on a aussi la plateforme des 50 millions de femmes africaines ont la parole, qui est un peu destinée, disons, aux femmes entrepreneurs, mais ça, le secteur peut être un peu plus élargi. Et sur cette plateforme, elles peuvent montrer ce qu'elles savent faire, ce qu'elles font, et se faire vendre, même de leur localité. C'est une plateforme qui est ouverte dans le monde. Une femme qui participe et si elle est violentée, il n'y a rien qui se fera de bien finalement. Qu'est-ce qu'on fait pour limiter les violences basées sur le genre? Une femme qui est violentée n'est pas épanouie. Et une femme qui n'est pas épanouie aura du mal à être aussi autonome. C'est un cercle un peu vicieux. Donc, effectivement, la lutte contre les violences basées sur le genre, la lutte contre les violences faites aux femmes est une lutte qui existe partout dans le monde parce qu'il n'y a nulle part au monde où on peut dire qu'il n'y a pas de violence faite aux femmes. Et nous, au Bénin, ce que nous faisons, il y a beaucoup de campagnes et il faut savoir que nos 85 centres de promotion sociale qui sont répartis sur toute l'étendue du territoire sont des lieux d'écoute. C'est des lieux où les assistants sociaux peuvent les écouter, les apaiser, les rassurer. C'est d'abord la première prise en charge. Ensuite, les orienter si elles ont besoin d'un aspect sanitaire, juridique, etc. Donc, et ensuite, nous travaillons avec les centres intégrés de prise en charge des victimes de violences basées sur le genre, les CIPEC. Et il y en a 3 dans le Bénin, à Cotonou, à Abomey et à Parakou. Et tout ce dispositif contribue, mais nous devons persévérer et accentuer surtout les campagnes de prévention sur les violences faites aux femmes. Et quelles sont les perspectives qui s'ouvrent aujourd'hui pour le public, pour les populations? Disons, c'est de poursuivre surtout Arche, qui est vraiment un pilier de la protection sociale, de poursuivre la généralisation de l'assurance maladie, la relance des microcrédits qui est imminente, de finaliser aussi la formation qui va permettre d'accéder à une augmentation des compétences professionnelles pour accroître la capacité à produire des revenus, de générer des revenus pour les artisans et aussi les autres secteurs plus tard. La retraite, pareil, le volet retraite, de pouvoir le mettre en marche comme c'est prévu en 2020. Et ensuite, du côté de la protection de l'enfant, d'asseoir davantage cette ligne d'assistance et avec tous les services qui suivent les dénonciations pour que nous réduisions vraiment de façon notable non seulement les violences, mais toutes les autres formes de maltraitance aux enfants. Et concernant les femmes, de poursuivre cette promotion de l'excellence et du mérite des femmes au service de leur nation également, à tous les niveaux et dans toutes les couches socio-professionnelles. Véronique Toinfodé-Mewanou, merci beaucoup pour tous ces éclairages. Christian, merci également à vous. Le temps des moissons, c'est fini pour ce numéro. Merci de votre aimable attention. À très vite.